solennelle, l'entrée en salle, l'entrée dans cet hémicycle du Sénat du président du Sénat français Gérard Larcher sous les applaudissements de l'ensemble de l'assistance, car c'est un grand moment, c'est un honneur pour les sénateurs congolais d'accueillir ce grand homme politique français qui est donc Gérard Larcher, prêt à s'exprimer, prêt à leur délivrer un message sur l'expérience du Sénat français dans le cadre de la mise en œuvre des politiques de décentralisation. Monsieur le ministre, vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, mesdames, messieurs. Ce jour 28 mars 2024 est un grand jour. Un jour exceptionnel à inscrire en lettres d'or dans les annales du mouvement parlementaire congolais comme repère du renforcement de la coopération interparlementaire France-Congo. Nous avons le plaisir et la grande joie de saluer la présence dans cet hémicycle d'une importante délégation du Sénat français conduite par son président, M. Gérard Larcher. Arrivé hier soir de Paris, le président Gérard Larcher et sa suite sont avec nous pour un séjour de 48 heures d'activité pleine. Au nom du Sénat congolais, nous leur souhaitons la bienvenue et un très agréable séjour au Congo. Je voudrais encore vous inviter à l'accord de coopération, signé le 13 décembre 2023 au Palais du Luxembourg à Paris, dispose en son article 2, je cite, « Le présent protocole vise à développer les relations bilatérales par des échanges d'expériences et d'informations sur des questions d'intérêt commun concernant notamment l'organisation des territoires et les sujets ayant trait aux réformes sur le transfert de compétences, la décentralisation, la lutte contre le dérèglement climatique et la production d'énergie propre, ainsi qu'en matière juridique, législative, de contrôle, d'administration ou de communication parlementaire, ou sur toute thématique relevant de leurs compétences mutuelles. » Fin de citation. S'agissant de la décentralisation, nous avons voulu saisir le passage du président Larcher pour un échange sur l'expérience française en la matière. Ainsi, je vais, en votre nom, vénérables sénateurs et chers collègues, inviter le président Gérard Larcher, président du Sénat français, à bien vouloir prendre la parole. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci. Du Congo. Vénérables sénatrices et sénateurs, très chers collègues parlementaires, monsieur le ministre,
Madame l'ambassadrice de France, chers collègues élus du territoire, je sais que vous êtes ici aussi présents autour de cet hémicycle. Brazzaville. S'il est un nom qui résonne dans la mémoire de la France et de l'Afrique, c'est bien celui, mes chers collègues, de votre capitale. Elle se dressa tel un phare de liberté et d'espérance, alors que les temps étaient si sombres, et que rien, sinon la volonté, ne portait à espérer. Nous étions en 1940. À Brazzaville, la France libre, conduite par le général de Gaulle, avec le soutien d'un homme d'exception, Félix Éboué, a pris son élan. Depuis Brazzaville, fut entamée la marche vers la victoire. Sans Brazzaville, Monsieur le Président, le gaullisme serait amputé d'une partie de lui-même. Et c'est un gaulliste qui vous le confesse. Que d'actes fondateurs posés ici même. C'est dans votre capitale, sur les terres congolaises, que l'avenir de la France, mais aussi de nombreux pays africains, s'est joué. Puisque le sens de l'histoire devait les conduire à choisir noblement, libéralement, la route des temps nouveaux. Le général de Gaulle a formulé ces paroles prophétiques à quelques pas d'ici, en janvier 1944. Oui, lui, l'homme de Brazzaville, comme vous le nommez parfois. C'est dire l'émotion qui m'étreint, comme président du Sénat, comme gaulliste, au moment de m'exprimer devant vous, lors de cette séance plénière spéciale, dans l'enceinte de votre Haute Assemblée. Je mesure l'honneur que vous me faites, Monsieur le Président, vénérable Président, vous-même et vos collègues, de votre invitation et de l'accueil exceptionnel, nous le mesurons bien, qui nous est réservé. Permettez-moi de vous présenter la délégation qui m'accompagne. Mes chers collègues, vénérables sénatrices, vous excuserez d'avance sa composition quasi exclusivement masculine. Qui n'est pas à l'image de la représentation du Sénat français, car comme vous, nous avons dépassé largement les 30% de rééquilibrage. Et j'en profite pour rendre un hommage à toutes les femmes congolaises, bien sûr, qui font le choix de s'engager en politique. Et Monsieur le Président, avec votre autorisation, je les y encourage et les félicite. Ma délégation qui m'accompagne, bien sûr, Madame l'ambassadrice de France ici, qui représente la République française auprès du Congo, dont j'ai pu mesurer depuis hier soir, mais même avant, l'engagement aux côtés du Congo, des Africaines et des Africains. Le vice-président du Sénat en charge des relations interparlementaires, le sénateur Loïc Hervé. Le président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, le sénateur Cédric Perrin. Le président du groupe d'amitié entre la France et votre région, premier chef, la République du Congo, le sénateur Guillaume Chevrolier. Vénérable Président, mes chers collègues, avant d'en venir au thème de cette séance plénière, au titre de l'article 2 de notre traité de coopération, je souhaiterais dire un mot de l'amitié entre nos deux pays. Rares sont les pays qui, comme la République du Congo et la France, ont partagé une histoire si dense, pétrie d'une même glaise,
solidifiés par les épreuves surmontées côte à côte. Rien ni personne ne pourra nous ôter ce patrimoine commun que nous chérissons, notamment dans la francophonie. Quelle fierté d'en être aujourd'hui tous ensemble les dépositaires. Et le chemin parcouru est à la hauteur de notre histoire. Bien sûr, il y a eu des moments où nos voix ont divergé, mais à chaque fois nous nous sommes retrouvés et reconnus. Et je voudrais, devant vous, mes chers collègues, sénateurs, rendre hommage à votre président, qui n'a pas hésité à bousculer les choses, en venant nous rencontrer, en venant nous rappeler à cette amitié à la fois séculaire et bâtie dans les temps les plus difficiles de l'histoire de notre pays, pour nous dire en quelque sorte, Monsieur le Président, venez à notre rencontre, venez partager. Et je voulais devant vous remercier votre Président d'avoir en quelque sorte sollicité ce moment de rencontre. Oui, à chaque fois nous nous sommes retrouvés et reconnus. Parce que nous savons ce que nous valons les uns et les autres. Parce que nous nous comprenons avec une langue en partage, certes plurielle, mais porteuse des mêmes valeurs, des mêmes aspirations, et riche de sa créativité. Parce que, et ça me semble essentiel, nous nous respectons les uns et les autres. La République du Congo l'illustre ô combien aujourd'hui. Oui, cette langue nous rassemble. Dans un monde agité, dans une Afrique tourmentée par la radicalité, notamment dans une partie de l'Afrique, la radicalité islamiste, bousculée dans sa continuité constitutionnelle, en proie parfois à l'avidité de puissances sans scrupules, la République du Congo reste fidèle à son amitié avec la France. Et c'est donc de l'amitié de la France que je suis venu vous témoigner, au nom du Sénat de la République, une amitié sincère et forte. La vraie amitié n'est point impérieuse. C'est une liaison libre dont le cœur et l'esprit, la raison et le temps ont ensemble formé les nœuds. Elle s'accomplit dans le respect mutuel. Nous savons que le respect de la souveraineté et de l'équité, la recherche de l'intérêt partagé, la promotion de nos atouts forment les conditions sincères de nos relations, loin des ambitions de puissance et de leurs appétits prédateurs, loin des États qui à dessein accusent les clivages entre pays du Nord et pays du Sud, plutôt que de valoriser les convergences. Une amitié authentique. Voilà ce que la France, au travers du Sénat de la République française, souhaite offrir à la République du Congo et ce à quoi elle aspire auprès de votre pays. C'est vrai, nos Sénats, vénérables présidents, en ont donné l'exemple. Vous l'avez rappelé dans votre propos, ils ont signé en décembre dernier un accord de coopération qui est davantage, beaucoup plus qu'un accord administratif, qui est un manifeste de confiance et de solidarité. Nous avons porté cet accord sur les fonds baptismaux à Paris. Nous le ferons grandir ensemble ici à Brazzaville. Dans cet accord, nous avons tenu à inscrire le renforcement du bicamérisme. Est-il utile de le préciser devant nous? 2 chambres, ça n'est pas une chambre de trop. C'est la garantie d'une législation plus réfléchie, plus étudiée, d'un système parlementaire bien installé sur ces 2 piliers. Nulle part mieux que dans le système bicaméral ne sont défendues les aspirations des collectivités territoriales. Et en ce sens, Monsieur le Président, répondant à votre invitation, la décentralisation est fille du bicamérisme. Pour cette raison, l'organisation territoriale et la décentralisation occupent une place à part dans l'accord de coopération que nous avons signé entre nos 2 Sénats. Vous savez, en France, la décentralisation a longtemps effrayé. Toute l'histoire de France convergeait vers un seul objectif, le renforcement de l'État central. Comment, dans ces conditions,
concilier une république une et indivisible avec la décentralisation? Première question. Comment conjuguer le caractère à la fois unitaire, indivisible et centralisé de l'État, pour reprendre l'article 1er de votre Constitution? Voilà les questions. À l'heure où la République du Congo réfléchit à la façon d'approfondir son processus de décentralisation, à lui donner un nouvel élan, permettez-moi d'apporter un éclairage en forme de plaidoyer, nourri de l'expérience, d'hésitation parfois, de conviction souvent. En tant que sénateur, vous représentez comme nous les collectivités territoriales de la République. Et vous comprendrez, je n'en doute pas, mon attachement à la décentralisation. Attention, prudence, mettez en garde ceux qui lui étaient hostiles. Il craignait que l'État central ne s'affaiblisse et que la division ne l'emporte sur l'unité. Leurs prédictions ne se sont pas vérifiées. La décentralisation a été maîtrisée en France parce que l'État l'a accompagnée et parfois canalisée, à travers notamment la déconcentration. Déconcentration des services de l'État et décentralisation doivent cheminer de pair. Un singulier pas de deux, pour reprendre une thématique de danse, s'est noué entre le préfet, représentant de l'État au niveau local, et les entités décentralisées, dont les prérogatives s'accroissaient et qui se voyaient progressivement dotées, c'est un point important, de ressources propres et donc prévisibles. Question cruciale et qui demeure s'il en est. L'octroi de ressources propres fut l'élément déclencheur, celui qui, en plus de l'élection, permit aux collectivités locales de gérer en responsabilité leur budget, de décider leurs actions et d'acquérir ainsi une existence à part entière. Le tout sous la surveillance, dans un premier temps, du préfet, pour éviter qu'elles n'outrepassent leurs droits ou pour permettre à l'État d'intervenir en cas d'urgence ou de nécessité absolue. Aux yeux de ceux qui émettaient des doutes sur son opportunité, la décentralisation a produit des effets inattendus. Ce n'est pas la moindre de ces paradoxes que d'avoir renforcé la plupart du temps la cohésion nationale. La décentralisation, en effet, est bien plus qu'une architecture institutionnelle. Elle suppose une participation accrue des citoyens à la vie locale, en vertu de l'adage selon lequel bien des décisions et des actions peuvent être entreprises localement avec plus d'efficacité et de rapidité pour mieux satisfaire aux besoins immédiats. C'est ce qu'on appelle la subsidiarité. On le sait, la proximité, sujet essentiel, sujet sur lequel nous sommes encore interrogés dans notre pays aujourd'hui et où nous avons des débats, favorise une gestion plus harmonieuse de la diversité des territoires et de leurs attentes. Et toute femme, tout homme politique peut en témoigner, les besoins satisfaits sont source de concorde publique et derrière de suffrage. La décentralisation a également permis de juguler des revendications régionalistes qui existent encore, par la reconnaissance de spécificités et par la libre administration pour les seules affaires locales. Elles offrent la flexibilité nécessaire pour que des traits particuliers puissent trouver leur place dans un ensemble national plus vaste, avec un fil conducteur, je le rappelle, l'unité de la République. Et si elle préserve l'unité, la décentralisation n'est pas l'uniformité. L'uniformité, c'est pas la même chose de gérer en Île-de-France que de gérer dans les Pyrénées-Orientales ou même, j'allais dire, dans le nord de la France. Il y a unité, mais il y a aussi diversité. C'est aujourd'hui encore un véritable sujet de débat en France, tout comme le besoin d'un nouveau souffle de décentralisation. Nous sommes au cœur d'un débat en cours dans notre pays. Mais il existe une borne qui, à mes yeux, est infranchissable,
Et je le dis ici devant une assemblée parlementaire, le pouvoir législatif ne se partage pas. La loi de la République doit s'appliquer partout et dans les mêmes conditions. Ce sont des débats qui sont loin d'être éteints en France. La décentralisation est aussi source d'un développement plus équitable, alors que les déséquilibres, notamment entre pôles urbains et campagnes, entre provinces riches ou moins dotées, nourrissent parfois des revendications antagonistes. Elle entraîne dans son sillage une coopération décuplée avec des entités locales de pays amis. Autant de transferts de moyens qui servent la cause du développement et l'amélioration des conditions de vie de tous les habitants. Ne pensons cependant pas que la décentralisation serait une formule magique à même d'aplanir toutes les difficultés. Aucun modèle n'est transposable en tant que tel. Et nous avons aussi un débat en cours en France sur la différenciation. Faut-il des réponses différenciées naturellement sous le contrôle de la loi? La réponse est sans doute oui. C'est des débats que nous avons aujourd'hui. Mais c'est un constat. Partout, les collectivités locales disposent de prérogatives propres. Paradoxalement, ne croyez pas que l'autorité de l'État s'affaiblisse. La stabilité des institutions se renforce. Le développement se fait plus inclusif. Et la démocratie s'enracine. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, le sage Solon, auquel on demandait quel était le meilleur système politique, il avait répondu « Pour quel pays ?» Point d'interrogation. Pour quel peuple? Pour quelle époque? Point d'interrogation. La démocratie est plurielle. Aucun peuple n'en détient la clé. Chacun suit son propre chemin. Mais bien des chemins peuvent se rencontrer en démocratie. Et la décentralisation est l'un de ces chemins. Je renouvelle donc, en m'adressant à cette vénérable Assemblée, la proposition que j'ai formulée auprès de votre Président. Le Sénat de la République française est vraiment prêt à partager avec vous tous, si cela peut éclairer et servir, dans le respect de nos différences, son expérience de la décentralisation. Ses succès, comme ses défis, et parfois ses échecs, à vous accompagner dans votre effort de redynamisation des politiques décentralisées. Car, n'en doutez pas, mes chers collègues, c'est un cheminement qui exige du temps et passe par de nombreuses phases d'adaptation et de transition. Engagé dans notre pays par le général de Gaulle, puis par François Mitterrand en 1982, puis par Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin à l'époque. Vous voyez bien que la décentralisation est un chemin qui prend du temps. Monsieur le Président, cher vénérable Président du Sénat, chers collègues, on pourrait s'en tomber dans la phase appliquée à la relation entre nos deux Sénats, entre nos deux pays, la nation congolaise et la nation française, une belle formule de Montaigne que je vous propose de partager quand Montaigne définissait l'amitié. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Eh bien, je trouve que c'est une très belle définition de l'amitié, que cette définition de Montaigne, parce que c'était lui, Monsieur le Président, parce que c'était moi. Mais notre relation transcende nos deux pays. Elle se projette au-delà. Elle rejaillit qui sur l'Afrique dans son ensemble, qui sur l'Europe, car les destins de nos continents ont partie liés. S'il est un dessein qui doit nous conduire dans les temps présents, mes chers collègues, c'est bien de se montrer solidaire de l'Afrique en Europe. Et c'est vraiment un de mes objectifs. Et solidaire de l'Europe en Afrique. Alors, restons engagés et confiants les uns envers les autres. C'est l'appel que je lance dans cette enceinte, devant les sénateurs amis du Congo, à tous les Africains, à tous les Européens. Je crois profondément au rôle et à la place du Parlement. Je crois profondément à la relation entre nos deux pays. Je crois profondément à la relation entre le continent européen et le continent africain. Nous avons des histoires
à la fois partagées, parfois différentes. Nous avons des cultures et des cheminements à la fois partagés et à la fois différents. Mais je pense que nous avons à apporter au monde, dans un monde aujourd'hui bouleversé, traversé par la violence, par les radicalités. Nous devons porter des valeurs héritières de votre histoire. Et bien avant que Saborian de Brazza n'arrive ici, mais qui sont aussi des histoires que nous avons construites au travers de nos histoires multiséculaires, depuis la monarchie jusqu'au siècle des Lumières, dans un moment où nous n'oublions pas que c'est ici que la France a été libre, que c'est dans cette ville, Madame l'ambassadrice, en fait, qu'a été le premier Élysée, c'est-à-dire quelque part la légitimité de la République, pour que vive le Sénat du Congo, vive la République du Congo, vive la République française. Merci beaucoup. Gérard Larcher qui vient donc de délivrer son message, son magnifique message, très applaudi par l'ensemble des sénateurs congolais, tellement le message est profond et fort à travers donc ces mots très profonds de ce grand homme politique. Nous avons compris en tout cas l'engagement de la France, l'engagement Merci, Monsieur le Président. Des autorités françaises à avancer vers la voie de la démocratie à travers la mise en place solide. Vous avez suivi la communication du président du Sénat français, Monsieur Gérard Larcher. À présent, la parole vous revient pour ceux qui ont des questions. Et je vais devoir demander au vénérable premier secrétaire d'ouvrir la liste de ceux qui souhaitent intervenir. Honorable sénateur, la liste est ouverte. À gauche. Gérard Larcher, président du Sénat français, à l'occasion donc donnée aux sénateurs congolais de poser des questions, tout au moins pour ceux qui en ont, bien sûr. La liste est donc ouverte par le premier secrétaire du Sénat. Il est donc attendu les questions des sénateurs au président du Sénat français, Gérard Larcher, qui aura donc l'honneur et le plaisir de répondre à toutes leurs préoccupations. Yasolo Alliance française Tokabeka, Sima Yakolania la Bokebe Bonson, Bokondi à Sénat ya École France, Ngala Ekomi pour na sénateur, ba École Congo, ba les Kabongo Penza, Kopesa Mituna na Gérard Larcher, na Makamo Matali, Bokaboli Bokondi, Kati Nabituka. Ezali Eleko et Yamotu ya mingi pour na ba sénateur, ba École Congo, ba les Kabongo Penza Kokabola, Boye Betobo Mekoli. Et tamboli ya mambiba décentralisation te bokaboli bokonzi kati na bituka na ba sénateur ba École France na maloba ma Gérard Larcher a l'objectif bondeko pe bosalisani kati na École Congo na mambi mabokaboli bokonzi kati na bituka esengeli bozala ya kolendisa makasi au centre. Nabongo et Sengeli na ba sénateur ba Congo ba pesa mituna na Gérard Larcher pour ba les kaboko ba zoliano na masengi ba bango pambate et tamboli ya décentralisation. Oui, 5. Nous avons
la vénérable Ikuru Yoka, Mania, Sonim Benga, Kaya Magan, Inkari Epouma. Il y en a qui a été oublié là. Le vénérable Nguye. Et Bongolo. Tu es mal. Bongolo. Pour une véritable clarté, nous avons Ikuru Yoka, nous avons Vénérable Mania, nous avons Vénérable Bongolo, nous avons le Vénérable Sonim Benga, nous avons le Vénérable Kaya Magan, nous avons le Vénérable Inkari, nous avons le Vénérable Epouma, nous avons le Vénérable Nguye, et nous avons le vénérable Bakoumina, la vénérable. La vénérable Ikuru Yoka n'a pas encore la parole. Ok. Bon, nous avons 8 inscrits. Monsieur le Président, je voudrais qu'on s'accorde sur la procédure. Qu'est-ce qui est souhaitable pour vous? Est-ce qu'il faut enregistrer toutes les interventions pour des réponses globales ou faut-il aller question-réponse? Ok. Nous allons adopter la procédure qui est la nôtre traditionnellement. Et ça veut dire que vous allez vous imposer la peine d'enregistrer tous les intervenants. Merci. Vénérable Ikuru Yoka. Merci, Vénérable Président, de m'avoir accordé la parole. Je salue le Vénérable Président du Sénat français. Avant toute chose, je tiens d'abord à vous féliciter pour les riches informations que vous avez mises à notre disposition. Je suis Madame Pauline Ikuru Yoka, sénatrice, présidente du Conseil départemental des Plateaux. Mes préoccupations pour lesquelles j'aimerais obtenir des éclaircissements de votre part sont liées à ma qualité de présidente du Conseil. J'ai 2 préoccupations. La première, elle concerne le lien entre le Sénat et les collectivités locales en France. Vénérable Président, vous venez de nous dire que la décentralisation n'est pas une conformité. En effet, j'aimerais que vous puissiez nous parler du rôle spécifique du Sénat français dans sa relation avec les collectivités locales et comment cette interaction contribue-t-elle à la gouvernance et à la prise de décision au niveau local. Ma deuxième préoccupation concerne la fonction publique territoriale en France, la nôtre étant encore dans sa phase d'éclosion. J'aimerais que vous puissiez nous éclairer sur le rôle et l'étendue du pouvoir des présidents des conseils en France sur l'organisation et le fonctionnement de la fonction publique territoriale et comment
les autorités locales interagissent-elles avec l'État central dans ce domaine? Vénérable Président, telle était l'économie de ma préoccupation. Je vous remercie. Merci, Vénérable Mania. Merci, Vénérable Président. J'ai une question à poser à Monsieur le Président du Sénat de la République française. Mais avant, je voudrais quand même dire en réciprocité que Monsieur le Président du Sénat et tous les sénateurs français présents dans la salle et puis ceux qui sont à Paris, que ici, de vous voir par votre ascendance politique, vous avez des personnes qui ont le cœur en fête. Parce que vous avez porté Brazzaville au firmament, et cela pour l'éternité. Vous avez fait de Brazzaville la capitale de la France, et pas n'importe quelle France, la France de la liberté. Brazzaville, capitale de la France libre. Et cette liberté instaure entre nous une sorte de fraternité grâce à laquelle nous pouvons négocier toutes nos diverses négociations, toutes les négociations se feront dans cette fraternité, donc dans l'égalité. Voyez-vous, vous avez donc des hommes ici avec le cœur en fête. Alors ma question portait sur l'incidence qu'a eu la décentralisation en France sur l'érection, l'existence, la gratuité des autoroutes de Bretagne. C'est quelque chose de merveilleux. Simplement, lorsqu'on a parcouru toute la France, on a payé des autoroutes partout. On est bien heureux d'arriver en Bretagne où on ne paye plus. Cette situation va-t-elle perdurer? Va-t-elle se développer dans les autres régions françaises? Ou bien c'est la Bretagne qui va commencer à faire payer l'utilisation de ces autoroutes? Alors, ça peut peut-être nous donner beaucoup d'inspiration ici pour notre pays. Merci, Vénérable Président. Merci, Vénérable Bongolo. Merci, Vénérable Président, pour la parole accordée. Je voudrais d'entrée de jeu remercier et féliciter le Président du Sénat français pour la clarté de son exposé, mais aussi et surtout pour l'éloquence avec laquelle cet exposé a été rendu. Après donc avoir écouté religieusement cet exposé, et ne doutons pas, bien sûr, que les graines ainsi plantées donneront leur germination, une meilleure germination, ma question est la suivante. Monsieur le Président du Sénat français, oui, la décentralisation, vous l'avez dit, c'est un cheminement qui exige du temps. J'ai noté. Alors, que pouvez-vous conseiller aux pays qui font ou qui veulent faire leur premier pas dans la décentralisation? En d'autres termes, quelle méthodologie, quelle stratégie pouvez-vous leur conseiller à prendre au regard de votre lourde et très riche expérience en la matière? Telle est l'économie de mon intervention, Madame la Présidente. J'en ai terminé. Merci. Vénérable Soni Benga. Merci, Vénérable Président. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter le Président du Sénat français. Et tout le monde a dû observer
l'élégance avec laquelle le président a rendu cette thématique sur la décentralisation, et on sent le tribun politique en lui. Merci, Vénérable Président. Ma question est très simple. Parlons de la décentralisation. Vénérable Président, vous avez dit qu'aucun modèle n'était transposable. Et plus loin, vous avez ajouté que la décentralisation était un chemin qui prenait du temps. De Gaston Defferre, 1982, aujourd'hui le ministre Darmanin. Quel bilan pouvez-vous dresser d'abord pour la décentralisation? Et deuxièmement, qu'est-ce qui pourrait inciter les pays comme les nôtres à s'engager réellement vers une décentralisation aboutie? Merci. Merci. Vénérable Kaya Magan. Kaya Magan. Merci pour la parole accordée, Vénérable Président. Vénérable Président, j'ai suivi avec beaucoup d'émotion l'exposé de M. Gérard Larcher, président du Sénat français, avec, comme l'ont dit mes prédécesseurs, l'éloquence de grand tribun qu'on lui reconnaît. J'ai suivi l'éloge de Brazzaville qui a constitué le point de départ de la marche victorieuse en 1944, Brazzaville, désignée comme capitale de la France libre par le général de Gaulle. Il a dit, le président Gérard Larcher l'a dit, c'est un gaulliste et on comprend tout. En ma qualité de membre de la délégation du Sénat congolais qui s'est rendu en France, au Palais du Luxembourg, je dois reconnaître que le président Larcher, c'est un homme de parole. Il avait promis venir à Brazzaville. Aujourd'hui, c'est chose faite, c'est un homme d'honneur. Nous venons de suivre l'exposé sur le thème de l'expérience française de la décentralisation. Et nous avons noté beaucoup de conformité entre le Sénat, les pratiques au niveau du Sénat français et au niveau du Congo. Il n'y a pas d'uniformité. Il y a l'unicité dans la diversité, a dit M. Gérard Larcher. Nous devons apprendre de nos succès. La décentralisation, c'est un processus qui renferme des défis, des échecs, mais également des succès. Et le Sénat congolais également est engagé à veiller sur la décentralisation conformément à ces principes. Cependant, et pour chuter, j'ai quelques préoccupations à présenter au président Gérard Larcher, président du Sénat français, notamment sur le financement des collectivités locales en France, sur les modalités de représentation du Sénat de France des collectivités locales, et enfin sur le statut des élus locaux, sachant que le principe est la gratuité du mandat, mais tenant compte de la perte de vocation en France, quel est le statut des élus locaux? J'ai dit merci, Vénérable Président. Merci.
Vénérable Inkari. Vénérable Inkari. Merci, Vénérable Président, pour l'accord de parole. En tout cas, j'ai été dévancé par le Magan. Oui. Vénérable Kaya Magan. Kaya Magan, oui. J'ai été dévancé par lui parce que la dernière question qu'il venait de poser, c'est celle que je portais justement. Donc, sur le statut justement des élus locaux. Donc là, je n'ai... Merci. Vénérable Epouma. Vénérable Epouma. Merci, Vénérable Président du Sénat. Oui, ce serait manquer un devoir que ne pas féliciter cet orateur brillant et un ancien sénateur, parce qu'avant de venir ici, on a essayé de le googliser pour voir qui est M. Gérard Larcher. Et son expérience, c'est une expérience riche. Et pour un grand pays comme la France, nous avons là affaire à une personne ressource. Et concernant la décentralisation, nous avons deux principes fondamentaux qui sous-tendent: l'autonomie et la libre administration. Et j'aimerais bien demander à Monsieur le Président quelle est l'expérience un peu de la France au début, surtout concernant ces départements qui ont des moyens assez limités, et concernant donc l'autonomie et qui serait limitée aussi, et la libre administration. C'est un peu le cas au niveau du Congo, et la difficulté qu'il y a aussi, je pense que c'est cette difficulté que la France a eu à connaître d'un État jacobin pour aller vers cet État décentralisé. C'est effectivement en 1982, en février, je pense, on avait voté, on a promulgué en mars 82, je pense. Et nous avons les mêmes problèmes, parce que le transfert de compétences et le transfert des moyens n'est pas toujours aisé de la part surtout du pouvoir exécutif qui avait ses prérogatives et qui voit ses prérogatives s'effriter vers les collectivités locales. Donc on aimerait vous entendre, Monsieur le Président, à ce sujet. Vénérable Président, je vous remercie. Merci, Vénérable Nguye. Merci, Vénérable Président, de m'avoir accordé la parole. Vénérable Président, je m'en vais tout droit féliciter le président du Sénat français. Et de temps en temps, je découvre, quand on est en France, à la chaîne de télévision du Sénat. Mais aujourd'hui, nous avons le mérite de le voir en face. Et je crois que, le président, ce qui m'a plus marqué avant que je ne pose ma préoccupation, c'est le fait d'avoir reconnu qu'il est gaulliste. Et qu'aujourd'hui, quand même, on reconnaît le statut. Parce que même certains jeunes ne savent pas que notre pays était la capitale de la France libre. Et ça, il a dit de lui, je crois que ça nous conforte. Grand Président, j'ai suivi l'exposé de Monsieur le Président du Sénat français, mais je voulais avoir une précision. Parce que quand il dit la décentralisation, ce n'est pas l'uniformité et
l'Île-de-France n'est pas gérée de la même manière que les autres. Je voulais que Monsieur le Président aille un peu plus loin, parce que ça m'a fait comme une confusion. Donc ils n'ont pas les mêmes lois, ou comment est-ce qu'ils sont autonomes vis-à-vis de la position centrale. Bon, donc c'est un peu ça, je voulais que le président reprécise un peu cette approche-là. Le président, je crois que le reste, les autres ont dit, j'en ai terminé. Merci. Merci. Vénérable Bakoumina. Merci, camarade président du Sénat. Merci, vénérable président du Sénat, excusez-moi. Merci aussi pour le président du Sénat français pour ses explications, son échange avec brio. Monsieur le président du Sénat français, vous avez dit que la décentralisation est un processus, un chemin. Je voudrais poser la question suivante, Monsieur le Président. Peut-on dire que la décentralisation française est au top? Sinon, y a-t-il des difficultés? Lesquelles? Est-ce qu'il y a-t-il un modèle de décentralisation sur lequel on peut s'inspirer ou copier? Merci. Merci. Nous venons d'épouser la liste des 9 sénateurs inscrits. Et je ne pense pas qu'il y ait une vocation tardive. Monsieur le Président du Sénat, je crois que vous avez été bien servi et vous n'êtes pas mécontent. Et nous vous invitons à vouloir passer à la tribune pour les réponses. Vénérable Président, mes chers collègues, voilà 9 séries de questions dont certaines se recoupent et auxquelles j'essaierai de répondre, non pas globalement, parce qu'il y a quand même des sujets assez différents. La première question porta sur les liens entre le Sénat et les collectivités territoriales. Notre légitimité, nous la puisons par les collectivités territoriales. Et dans une démocratie parlementaire, la légitimité, ça a du sens. Nous avons en effet une structure un peu différente entre la République du Congo et la République française, c'est que nous avons 35 000 communes. Alors, bien sûr, de tailles différentes, mais il n'y a pas de commune qui n'ait pas une responsabilité particulière dans la désignation des sénateurs. Il y a donc un lien, j'allais dire, presque génétique, par le mode électoral. La seconde des choses, c'est que, aujourd'hui encore, malgré un texte qui se révèle funeste sur la fin du cumul des mandats, parce que vous avez dit, chers collègues, que vous étiez présidente du conseil départemental des Plateaux, si ma mémoire est exacte, eh bien, aujourd'hui encore, les sénateurs sont quasiment tous issus d'une expérience de maire, de président de conseil départemental ou de président de conseil régional. Et que cette expérience-là nous amène à être particulièrement ancrés dans le concret. Au rôle spécifique du Sénat, depuis une réforme constitutionnelle voulue par Jacques Chirac et un de mes prédécesseurs, le président Poncelet, tous les textes qui concernent les collectivités territoriales sont constitutionnellement confiés en première lecture au Sénat. C'est la Constitution.
D'ailleurs, il y a un gouvernement, sous le quinquennat précédent, qui l'a oublié, et le Conseil constitutionnel l'a retoqué, en disant que le texte n'était pas constitutionnel. Et chacun sait, mes chers collègues, que la première lecture d'un projet de loi, c'est très important pour marquer ce projet de loi. Fonction publique territoriale. C'est un débat très actuel en France. Nous avons une fonction publique territoriale. Et aujourd'hui, beaucoup de présidents, de maires, souhaitent que cette fonction publique territoriale demeure, mais soit gérée de manière territoriale. Or, aujourd'hui, quand on augmente le point d'indice des fonctionnaires au plan national, c'est le national, et donc l'exécutif national qui décide, sans concertation avec les élus territoriaux. Et notamment, un certain nombre d'évolutions de carrière ne sont pas réellement encore décidées. Même s'il existe les centres interdépartementaux, départementaux de gestion de la fonction publique territoriale, qui sont formés d'élus des élus. Nous avons donc à progresser, et c'est une des propositions que nous faisons. J'aurai l'occasion de vous laisser ce qui a été le fruit du travail du Sénat l'an dernier. Libre administration, 15 propositions pour rendre aux élus locaux leur pouvoir d'agir. Vous y trouverez que cet élément-là est important. Alors, un de nos collègues a dit « j'ai le cœur en fête ». Je suis heureux pour lui qu'il ait le cœur en fête, moi aussi. Moi aussi parce que, au-delà des symboles, et vraiment je vous le dis avec sincérité, ce que représente Brazzaville dans notre histoire. Cette année, nous allons aussi faire mémoire de 2 anniversaires très importants pour notre liberté, pour les valeurs qui sont les nôtres. 80e anniversaire du débarquement en Normandie et 80e anniversaire du débarquement de Provence. Sans oublier le nombre, j'allais dire, d'amis africains qui sont venus nous aider pendant toute la guerre. N'oublions pas de cette légitimité. Et le débarquement de Provence est tout un symbole ici au Congo. C'est un 15 août, le jour date de votre indépendance, une journée totalement essentielle. Et j'ai le souvenir d'être venu en 2010 ici. J'étais déjà président du Sénat, vous voyez, on s'habitue à rester président du Sénat, monsieur le Président. Moi, j'en suis à mon 3e président de la République, vous voyez, mais je représentais le président Sarkozy. J'ai un souvenir très fort. Un 15 août, anniversaire en même temps du débarquement de Provence. Et je crois que c'est au nom des valeurs. Alors, vous m'avez posé une question terrible. Les autoroutes bretonnes. On distingue en France plusieurs types d'autoroutes. Les autoroutes concédées. Les autoroutes bretonnes, et vous ne le répéterez pas dans le journal officiel, les autoroutes Chirac. Eh oui, il y a 2 catégories d'autoroutes qui n'ont jamais fait l'objet de concessions. La Bretagne, c'est une décision du général de Gaulle. En effet, la Bretagne était une partie de notre pays formée, c'est un vieux débat, de 4 ou de 5 départements, on dira qu'il y en a 4 pour éviter tous les ennuis, mais qui avaient beaucoup de retard à l'époque. Et le général de Gaulle a considéré que le désenclavement de la Bretagne était une priorité pour donner sa chance au moment de la mutation agricole à la Bretagne. C'est donc une décision qui a été une décision de l'exécutif. Ça n'est pas une décision de la décentralisation. Les autoroutes Chirac, c'est autre chose. En effet, le président Chirac a considéré qu'un territoire, il était à la fois maire de Paris et député de la Corrèze, qu'il y avait une partie de la France qui était enclavée. Il y a dans un pays des territoires qui ne sont pas sur des grandes voies ferrées, qui ne sont pas au croisement de ports, qui sont dans des territoires plus difficiles. Il a considéré qu'une partie de la France, et notamment celle qui va jusqu'au viaduc de Millau,
eh bien, devait être soutenu. C'est une décision qu'il a prise, d'ailleurs conjointement dans le cadre de la décentralisation, avec le soutien des territoires, des régions et des départements concernés. Et il y a quelqu'un qui a joué un rôle que vous avez peut-être connu comme ministre de la coopération il y a longtemps, il s'appelait Jacques Godefroy, et qui a joué un rôle important dans cette approche. Mais aujourd'hui, l'état financier de nos collectivités et l'état financier du pays ne permet plus d'aller vers ce type d'aménagement, sauf cas exceptionnel, ce qui peut se faire dans quelques parties des territoires en fonction des décisions qui sont prises. Est-ce que aller vers la décentralisation nécessite une méthodologie et une stratégie? Et quels seraient mes conseils en la matière? Je vais vous raconter mon histoire. J'ai 30 ans et je suis élu maire de Rambouillet. Gaston Defferre et le président Mitterrand viennent de proposer les lois de décentralisation. Ils se mettent en œuvre. Et je suis le maire qui n'est pas voté pour François Mitterrand, pour que les choses soient claires, qui reçoit la loi de décentralisation. Et au fond, mon père était maire dans une autre commune rurale, lui avait connu la période anti-décentralisation, et moi je ne connais que la décentralisation. Et je la connais dans ses premiers jours. Pour la première fois, on ne soumet pas au préfet ou au sous-préfet les décisions qu'on va prendre, on n'attend pas l'imprimature, il y a certes un contrôle de l'État, mais a posteriori, c'est le conseil municipal qui prend les décisions. Si j'ai un conseil à donner, c'est de commencer par le chemin de la commune. En fait, nous avons été en 3 temps. La commune, le département et la région. Mais c'est la commune qui est le cœur de la décentralisation. Alors votre organisation communale est complètement différente. Il faudra donc peut-être l'adapter à la réalité départementale. Et il y avait la question, mais quel bilan? Je vais prendre un exemple sur le bilan. L'état des collèges avant 1983 en France, quand ils étaient gérés par l'État central. Et l'état des collèges, aujourd'hui, qu'ils sont gérés par les départements. La différence est incommensurable. Réponse sur le territoire, adaptation au territoire, parfois courage de fermer un certain nombre de collèges, parce que c'est nécessaire, parce qu'il y a moins de population, parce que la population s'est déplacée. Mais si je prends l'exemple, c'est d'abord au plus proche des citoyens qu'il faut commencer la décentralisation. Mais la décentralisation, c'est un acte de confiance. La confiance n'exclut pas le contrôle entre le pouvoir central et les élus sur le territoire, quelle que soit leur sensibilité politique. Quand je suis élu, je n'appartiens pas à la majorité nationale. J'appartiens à un mouvement qui s'appelle le Rassemblement pour la République, dont le président est Jacques Chirac. Mais, j'allais dire, la relation de confiance, la loyauté, elle se fait dans un dialogue, d'ailleurs, entre le représentant de l'État sur le territoire, qui est le préfet, et le sous-préfet sur le terrain. Et donc, je commencerai plutôt, si j'avais un conseil, par le plus proche du terrain. Ça prend du temps, en effet, à quelle vitesse et quelles compétences on transmet. En 1982, pour les communes, on nous a tout transmis. Le pouvoir de l'urbanisme, pouvoir majeur. Et d'ailleurs, on nous l'a plutôt repris un peu depuis. Mais c'est la commune ou l'intercommunalité qui décide de son plan local d'urbanisme, qu'on appelle le PLU, qu'on appelait avant le plan d'occupation des sols. Alors aujourd'hui, on a empilé
des schémas directeurs régionaux, des directives nationales, tout ça, nous avons plutôt perdu de ce pouvoir. C'est d'ailleurs une des revendications que vous trouverez, Monsieur le Président, là-dedans, de retrouver le pouvoir d'initiative, car notre pays connaît une grave crise du logement, c'est en partie un des effets de la recentralisation du logement en 10 ans. Et je dois dire que ça nécessite que nous réexaminions cela. Nous avons un collègue qui nous a dit, d'abord je remercie les collègues d'avoir dit que j'avais tenu parole. De toute façon, je n'avais pas le choix avec votre président. Je crois qu'il serait venu me chercher de force si je n'étais pas là. Je lui avais dit avant 6 mois, ça fait 3 mois, Monsieur le Président. Donc je suis là. Hein, et j'en suis très heureux, croyez-moi. Vous dites uniformité, unité, diversité. La France n'est pas un État fédéral. Et c'est une différence avec l'Allemagne, par exemple. On ne peut pas comparer la décentralisation française, on ne peut pas comparer une région française avec un land allemand. On ne peut même pas comparer un département français avec un Kreis, un canton allemand. C'est autre chose. Nous gardons un pouvoir central essentiel sur les questions régaliennes. Et le Sénat de la République française n'est pas le Bundesrat allemand. Nous gérons l'ensemble des lois et pas uniquement les textes sur les collectivités territoriales. En fait, et ça rejoint une autre question sur l'uniformité, qui était l'avant-dernière question, sur comment faites-vous, donnez-nous un exemple de uniformité et diversité. Ben, je vais vous en citer un à constitution constante. C'est la collectivité européenne d'Alsace, dans une région qui est la région Grand Est. Nous avons dans la constitution actuelle, certains parlent de la bouger, la possibilité de transférer de manière infrarégionale à une collectivité formée de 2 départements qui ont souhaité se rassembler, la collectivité européenne d'Alsace, un certain nombre de compétences. Par exemple, la compétence routière pour un autoroute gratuit, mon cher collègue, des rares, qui n'est pas sans poser des problèmes, parce qu'il est gratuit en France et payant en Allemagne en face. Part et d'autre du Rhin. Imaginez de l'autre côté de la rive que ça soit payant chez vous et gratuit chez l'autre. Vous voyez par où passeraient les camions. Eh bien, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, une collectivité européenne comme l'Alsace, à constitution constante, a une diversité d'approches. J'ai cité l'exemple. C'est vrai au plan linguistique, puisqu'on est dans un territoire qui a bien sûr comme langue officielle la langue française, qu'il utilise, mais qui a aussi une langue d'usage qui s'appelle l'alsacien, qui vit en face de l'Allemagne et dans lequel la notion du bilinguisme est une réalité sans bouleverser la Constitution. Et donc la collectivité européenne d'Alsace a la possibilité de développer le bilinguisme ou d'avoir dans le domaine culturel des relations particulières, notamment avec le Bade-Württemberg qui est en face de l'Alsace. Il y a d'autres exemples qui sont dans notre Constitution, dans lesquels certains pourraient le devenir. C'est comment nous gérons décentraliser les collectivités d'outre-mer. En effet, nous avons des collectivités d'outre-mer et qui vivent la même décentralisation communale qu'en métropole, avec des modes d'organisation qui sont différents. Il y a une fusion département-région en Martinique, alors que la Guadeloupe, qui est à quelques dizaines de milles de la Martinique, vit avec communes, départements et régions. Donc vous voyez qu'on peut avoir des adaptations dans le cadre de la Constitution. Et puis, il y a des adaptations de bon sens. Je reviens à la Bretagne. Il y a ce qu'on appelle les îles du Ponant. Vous savez, les petites îles qui sont autour de la Bretagne. Je ne sais pas si vous voyez la Bretagne. Il y a des petites îles. Certaines sont très célèbres et liées à l'histoire du gaullisme. L'île de Saint, par exemple.
d'où sont partis les premiers hommes qui ont rejoint le général de Gaulle le 19 juin 1940. Mais aussi une île chère à mon cœur, où ils ont pris 3 jours de plus, l'île de Bas. Ils sont partis que le 22 juin, mais il y a aussi l'île Dieu. Et ces îles du Ponant, nous n'avions pas prévu qu'elle ait une mode d'organisation qui soit un peu différent. C'était une erreur au moment de la loi de décentralisation. Nous savons qu'il faudra répondre, car on ne peut pas imposer l'intercommunalité dans une île où il faut 50 minutes de bateau pour arriver dans cette île. Donc vous voyez, il y a bien diversité. Alors il y a des débats actuellement en France. Est-ce qu'on pousse la diversité sur la Corse, par exemple? Il y a des réalités insulaires, il y a des contraintes insulaires, mais est-ce qu'on pousse à transférer le pouvoir normatif à ces collectivités? C'est un débat que nous allons avoir dans les mois qui viennent. Débat normatif sans doute dans l'exercice des compétences, mais sous le contrôle du Parlement, parce que nous pensons que le caractère et indivisible dépend du Parlement. Vous avez évoqué, un certain nombre d'entre vous, sur le statut des élus locaux. Nous venons de le réviser dans un texte adopté au Sénat il y a 15 jours, à l'unanimité. En fait, nous voulons assurer, en appui à la permanence des vocations, la protection des élus. Nous sommes aujourd'hui devant un phénomène de la nécessité de la protection juridique et presque physique des élus dans une société qui vient de plus en plus violente. Nous avons donc modifié le statut des élus pour qu'ils soient protégés comme est protégé un policier, un gendarme dans l'exercice de sa fonction. Et que donc celui qui fait violence contre un élu puisse être condamné au même niveau. Nous avons aussi dit qu'il fallait faire une forme de protection contre la mise en cause permanente des élus devant les tribunaux. Et donc, il y avait une loi, il y a 23 ans, qui avait été votée, la loi Fauchon, pour protéger les élus des mises en cause incessantes sur les marchés publics. Bien sûr, si vous n'avez pas respecté les règles, vous devez, j'allais dire, être traduit devant la justice et éventuellement condamné, mais il y a une espèce de suspicion permanente vis-à-vis des élus. C'est un sujet sur lequel nous avons souhaité apporter une meilleure protection. Il faudra d'ailleurs qu'on aille plus loin. Puis aussi, protection du statut de l'élu par les indemnités, le niveau d'indemnité pour les élus, le niveau de protection sociale. Tout ceci, nous venons de le voter au Sénat, de même que le jour où vous n'êtes plus élu, quand vous êtes un jeune élu, comment vous retrouvez une vie professionnelle, avec notamment la validation des acquis de l'expérience que nous reconnaissons. Ce texte, on le tient naturellement à votre disposition. Il a une particularité, c'est qu'il a été voté à la quasi-unanimité du Sénat, après un très long travail qui m'amènera à vous dire quelques propositions. Autonomie, libre administration, finance. Monsieur le Président, vous avez abordé la question financière. Il n'y a pas de libre administration si vous n'avez pas, à un moment, un minimum de leviers financiers et fiscaux. Ceci doit se faire de manière progressive, mais c'est indispensable qu'il y ait ce transfert de moyens. Vous ne pouvez pas ne vivre qu'avec des dotations de l'État qui, en fonction des fluctuations diverses et variées, peuvent osciller et vous conduire à n'avoir aucun moyen. Alors il y a un pays qui vit avec des dotations, mais prévues dans la Constitution, c'est l'Allemagne. Puisque vous savez qu'en Allemagne, nul territoire ne peut avoir plus de 120 de richesse et nul ne peut avoir moins de 80. Et que donc il y a un système de péréquation entre les territoires qui sont contrôlés par le Bundesrat, par le Sénat allemand.
Nous sommes dans un autre système, qui n'est pas le système fédéral, dans lequel existent des péréquations, qui sont d'ailleurs souvent des sujets de débat entre les élus, péréquation verticale, péréquation horizontale. Il y a, par exemple, aujourd'hui en France, les départements, entre guillemets, qui ont le plus de moyens, transfèrent volontairement une partie de ces moyens aux départements qui en ont moins. C'est un premier pas qui a été fait, mais je vous le dis, mes chers collègues, si vous n'avez pas une part d'autonomie fiscale et financière, la décentralisation restera à l'heure. Il faut le faire progressivement. Il faut le faire progressivement parce que, naturellement, ça veut dire des transferts de fiscalité. Ça veut dire des transferts de dotation. Ça veut dire, par exemple, qu'une part de la TVA, de la taxe sur la valeur ajoutée, va au territoire. Que les droits de mutation, notamment pour les propriétés mobilières et immobilières, va au département et à la commune. Avec les aléas, dans une crise de logement comme nous la vivons en ce moment, il faut savoir qu'il y a des départements qui voient baisser par 30%, 40% leurs recettes de droits de mutation. Mais c'est aussi la responsabilité d'encaisser ces périodes et de prévoir de quelle manière on y fait face. Donc, Monsieur le Président, pour les départements à moyens limités, la réponse est la péréquation. C'est aussi parfois des dotations exceptionnelles de solidarité. Nous vivons des dotations de solidarité rurale, nous vivons des dotations de solidarité urbaine, et nous pouvons vivre dans un certain nombre de cas des dotations à caractère exceptionnel. C'est plus valable en Outre-mer. Vous m'avez posé la question s'il y avait un modèle. Et la question, au fond, quel bilan on peut faire? Mais je vais vous dire, le premier des bilans, c'est que personne ne reviendra en arrière sur la décentralisation. Personne. Même les plus centralisateurs considèrent qu'une partie de la dynamique de notre pays y part des collectivités territoriales. Et que personne n'envisage de recentraliser. Et que cette recentralisation, aujourd'hui, elle ne serait porteur d'aucun développement. Et, deuxième bilan, est-ce que ça affaiblit l'État central? La réponse est non. Car l'État central doit s'occuper des fonctions régaliennes. Elle doit s'occuper de la sécurité intérieure et extérieure, de la justice. Elle doit s'occuper des grands éléments de justice sociale. D'ailleurs, une des questions qu'on se pose, c'est faut-il conserver, avoir un système centralisé totalement pour la santé? Ou faut-il avoir un système en partie décentralisé? Ce que nous connaissons avec les agences régionales de santé, où les élus sont présents dans la gestion de la santé. Voilà des sujets qui sont devant nous et que vous retrouverez à cette occasion. Enfin, Monsieur le Président, nous l'évoquions avec le bureau tout à l'heure, nous avons mis en place au Sénat, pour suivre les affaires des collectivités territoriales, outre la Commission des lois, outre la Commission des finances, outre la Commission d'aménagement d'équilibre du territoire, non pas une commission, mais une délégation aux collectivités territoriales, qui est d'ailleurs présidée par une élue bretonne, qui bénéficie donc de la gratuité autoroutière, qui est une élue du département d'Ille-et-Vilaine, et il s'appelle Madame Françoise Gattel, et qui préside la délégation aux collectivités territoriales. C'est un lieu de proposition, c'est un lieu aussi de constat et de suivi, car naturellement le rôle du Sénat, c'est de suivre ce qui se passe dans toutes les assemblées générales de maires, de départements et de régions. Vous savez, le Congrès des maires de France, c'est une espèce d'événement national qui a lieu à l'automne et dans lequel on fait le bilan et de la décentralisation et du fonctionnement des communes et de la part d'autonomie financière et fiscale. Alors, moi je crois que ça, et je reviens sur mes propos, ça exige du temps, ça doit être une méthode pragmatique, qui ne peut pas s'élaborer sans un large partage préalable avec les élus d'aujourd'hui dans vos territoires.
On ne peut pas le faire, j'allais dire, sans avoir une accroche profonde sur le terrain. Et on peut se fixer des objectifs successifs. Je crois qu'on ne pourra pas refaire ce que le président Mitterrand et Gaston Defferre ont fait en 1982, c'est de bouleverser la donne complètement. Certes, le général de Gaulle l'avait préparé, mais il n'avait pas été au bout, puisqu'il avait d'ailleurs perdu le référendum de 1969 sur ce sujet. Il y avait d'autres raisons plus politiques, parce qu'en général, les référendums, les gens ne répondent pas tout à fait à la question qu'ils leur auraient posée, mais à la question qu'ils ne l'auraient pas posée. Et donc, là, la réponse était politique, mais la réalité, c'est que je crois, si je peux me permettre un conseil, et c'est un conseil d'amis, un conseil fait avec beaucoup de modestie, c'est sur la décentralisation, c'est comme la coopération, il faut le faire progressivement, il faut le faire avec, me semble-t-il, des aspects très concrets. En fait, la décentralisation, elle avait commencé à la Troisième République, sur un sujet particulier, l'école. Nos écoles élémentaires relevaient des communes, non pas les enseignants, mais l'école elle-même. Ça a été la première des responsabilités qui ont été données aux maires et aux conseils municipaux, et ça a aidé à construire l'unité de la République dans une responsabilité partagée. Voilà, vénérable président, ce que je pouvais répondre. Pardonnez-moi, c'est incomplet. Pardonnez-moi à ceux à qui je n'ai pas totalement répondu. Ce que je voudrais que vous sachiez, c'est que nous sommes, article 2 de notre coopération, totalement prêts à vous apporter le fruit de notre expérience, non pas pour être des donneurs de leçons. On n'a aucune leçon à donner, mais partager son expérience, c'est quelque chose d'utile. Et partager... Je m'adresse aux maires et aux présidents de département qui sont ici présents aussi. Partager l'expérience comme nous le faisons avec les maires, les présidents de département, c'est quelque chose d'important pour voir les difficultés concrètes face auxquelles, j'allais dire, ils doivent faire face et comment ils y font face. C'est issu, me semble-t-il, de beaucoup de pragmatisme qu'on pourra avancer. Merci de votre attention. Merci de votre accueil. Merci pour tout cela. Merci. Voilà, donc nous venons de suivre ces moments de questions entre les sénateurs et le président. Vénérables sénateurs et chers collègues, mesdames, messieurs, sans oublier monsieur le ministre, je crois que nous avons eu l'échange souhaité avec le président Gérard Larcher, président du Sénat français, qui a mis à notre disposition une somme d'informations sur la décentralisation telle qu'elle est pratiquée en France. Nous devons le remercier sincèrement pour tout l'intérêt qu'il porte au développement du partenariat entre nos deux Sénats. Il n'est pas possible, au terme d'un exposé comme celui-ci, de cerner toutes les questions. Mais il a dit, Monsieur le Président, dans le livre d'or, que désormais une autre page s'est ouverte, celle du renforcement de la coopération.
entre les deux Sénats. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons fait qu'ouvrir le chantier. Nous allons le poursuivre par l'échange d'informations, par l'échange de délégations, ce qui nous permettra d'approfondir l'information que nous avons reçue aujourd'hui et de l'exploiter utilement pour qu'à notre niveau aussi, la décentralisation apporte les bienfaits attendus. Il est entendu, vous l'avez suivi, que c'est une longue marche. C'est un processus. Nous devons au fur et à mesure tirer les enseignements de notre exercice et corriger ce qui vaut d'être corrigé, consolider ce qui vaut d'être consolidé. Nous disons en votre nom merci au président Larcher. Il nous a fait l'honneur de nous visiter. Il s'est donné le temps qu'il convenait pour nous informer, nous édifier. Et nous lui disons encore une fois, merci Monsieur le Président, merci. Vous avez senti depuis votre arrivée que les sénateurs congolais sont très contents. Vous voyez avec quelle chaleur ils vous ont reçu et ils souhaitent que votre séjour à Brazzaville soit un séjour agréable et que ce soit la bonne ambiance. Nous venons ici d'épuiser notre débat et on va poursuivre le programme. Le programme de la journée est très chargé et il faut que nous le respections tel qu'il a été élaboré. Merci, Monsieur le Président. La séance est levée. Président du Sénat de la République du Congo et de la République française, suivi de Monsieur le Ministre, des membres du bureau du Sénat, des membres de la délégation française, des présidents des groupes parlementaires et des commissions permanentes du Sénat et du président du groupe d'amitié Congo-France pour la visite de l'exposition de l'Europe d'entrée. La décentralisation en République du Congo, après avoir écouté religieusement et avec beaucoup d'attention le président du Sénat français, Gérard Larcher, qui est venu avec un message basé sur le partage d'expériences, partage de ce qui est la décentralisation dans son pays, afin d'aider les sénateurs et le Congo à pouvoir avancer dans cette initiative. Un véritable cours et des notions de décentralisation que nous avons suivies tout au long de ces exposés et au cours de ces séances de questions-réponses. À noter que, d'après les mots du président du Sénat français, c'est un processus, c'est un chemin, c'est une marche qui part de quelque part et qui avance petit à petit pour aboutir à certains points progressivement, puisque selon ses propos, même jusqu'ici en France, malgré les avancées dans ce domaine, il y a encore plusieurs débats sur certains points afin de pouvoir en tout cas installer de manière plus solide et définitive la décentralisation dans ce pays occidental. Je voudrais en quelques mots essayer d'épingler un peu ce que c'est que la décentralisation. On parle de collectivité locale. Qu'est-ce que c'est exactement? En tout cas, selon les définitions, la décentralisation est donc un processus qui permet à l'État de transférer certaines de ses compétences aux collectivités territoriales et leur confère ainsi
une certaine autonomie. La décentralisation consiste donc en un transfert de compétences et de moyens de l'État à des autorités distinctes de lui. Ces entités appelées collectivités territoriales sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer pour le cas de la France. Les collectivités territoriales sont dotées de personnalités morales, existence juridique autonome, de moyens et de compétences propres et disposent donc d'une autonomie locale. Alors la décentralisation est donc mise en œuvre à travers un processus qui est défini comme une décentralisation fonctionnelle ou technique qui constitue donc les entités décentralisées. Les entités décentralisées qui sont donc les établissements publics chargés de gérer un service public. Ces établissements publics sont donc comme les écoles, les universités, les hôpitaux publics, les musées nationaux, etc. Ils bénéficient de la personnalité morale et de moyens propres, mais ne disposent que d'une compétence d'attribution qui se limite à l'objet même du service public qui leur est transféré. Donc c'est cela la décentralisation et c'est à travers ce message et cette adresse du président Gérard Larcher que les sénateurs congolais se sont imprégnés de cette expérience française. Nous avons compris leur engouement, leur intérêt à cette adresse à travers les questions qui ont été posées, ces questions qui sont parties de la compréhension de la mise en œuvre de ce processus jusqu'au bilan et à quelques freins qui peuvent se présenter à ce processus et des moyens, des stratégies à mettre en place pour pouvoir y arriver afin que finalement le Congo puisse en tout cas accélérer et marcher sur ce chemin qui aujourd'hui constitue l'un des éléments clés de la mise en œuvre d'une vraie démocratie dans un pays appelé à avancer et à attribuer toutes ces richesses naturelles à tout le peuple et à l'ensemble de ses enfants où qu'ils soient, et ces populations qui vivent dans les 4 coins du pays doivent en tout cas de toutes les manières bénéficier de tous les services, de tous les avantages en tant que population du Congo et en tant que population ayant droit de la richesse nationale. Gustave Claire. Bien sûr, Aline France et Toka Beka, on retiendra de cette séance plénière mettre en place une politique qui lui est propre pour justement avoir des résultats satisfaisants. Voilà, donc ce moment d'échange aura été bénéfique pour tous les sénateurs ici présents. En tout cas, après ce moment de partage, ce moment d'échange, les réponses ont été claires et précises. Dans la suite donc du programme, la visite de l'exposition photo, ici même au siège du Parlement, et tout à l'heure on fera donc sera face au président Gérard Larcher pour le point de presse. C'est dans la salle de presse, la photo de famille opérant pour immortaliser ce jour. Et tout à l'heure à 16h, un déjeuner qui sera offert par monsieur Pierre Ngolo, président du Sénat de la République du Congo. Et juste après, ce sera la visite du CEFRAD par les 2 présidents du Sénat ainsi que les délégations qui vont accompagner les 2 présidents. Et donc à 18h, ce sera le moment d'échange avec la communauté d'affaires française bien avant de débuter le programme de ce vendredi. N'est-ce pas, Dadi Osila? Oui, le programme est chargé et le président du Sénat congolais, Pierre Ngolo, a veillé à ce que ce programme soit exécuté comme il a été préparé, donc sans fausse note. On retient de ce magnifique discours, mais aussi de ce moment d'échange, que la décentralisation, c'est l'État central qui doit exister, qui doit garder ses prérogatives, mais l'État décentralisé à travers l'autonomisation des départements, l'autonomisation des communes, soit certainement,
doit aussi devenir prépondérant pour porter un certain nombre de points importants et donner les moyens à l'État décentralisé, surtout aux entités décentralisées, de pouvoir mettre en œuvre, mettre en musique leurs projets. Gérard Larcher l'a bien affirmé. La décentralisation sans un minimum de moyens, un minimum de fiscalité, un minimum aussi de ressources est un leurre. Donc il faudrait prendre en compte, en ligne de compte évidemment, les propositions qui ont été les siennes aujourd'hui, notamment celle de permettre à ce que les régions puissent avoir une conformité financière, c'est-à-dire les régions les plus riches puissent évidemment aider certaines qui sont moins riches. Enfin, chez nous, on n'a pas des régions, mais on a des départements, et ces départements doivent contribuer à parts égales au moins à la richesse, ou bénéficier après à parts égales à la richesse nationale. Alors, on voit bien que dans son discours, il a montré que le processus de décentralisation est d'abord de l'expérience, mais aussi des hésitations, enfin des convictions. Il faut bien que l'apprentissage qui est assez long, l'apprentissage qui nécessite évidemment que l'on soit imprégné de ce qui se passe sur le terrain, puisse évidemment être fait et mené à bien. Et l'apprentissage soit mené à bien fait, et bien entendu que les moments d'hésitation qu'il s'agit de mener, là on voit bien le président du Sénat français, Gérard Larcher, qui visite l'exposition aménagée à cet effet, qui retrace certainement le parcours du Sénat congolais, mais surtout le parcours diplomatique, les échanges diplomatiques qui se font régulièrement entre les responsables politiques français et d'ailleurs, avec les responsables du Sénat, en tête desquels se trouve le président du Sénat, Pierre Ngolo, Victorien Mbongo. Yacheleka Dadio Sila na bizizi benikana kutala mchindu mfumo ya Sena ya isi ya France kena kutala bizizi wapi bizizi kena kubangudila yandi Olivier Tati mosi ntwadisi na mambo ya kuhakisa nsangu awa na Sena bizizi yai kena kutadisa bunjiku ina kile kati ya Sena ya isi ya Congo na Sena ya isi ya France. Tekila kilokola yai ya kutadisa bafoto na Gérard Larcher kusalama beno mekatuka kulanda kilokola ya nene ina mekuiza kutwadisa mfumo ya Sena ya Congo na wapi kilokola Gérard Larcher mekuiza kutadisa luzabu ya bau mikukunyungu ya isi ya France na ina mekutadila jambu ya kukotisa ba migration ya luyalu na bizunga na kuwaka Gérard Larcher ya mekuzabisa ti jambu ya décentralisation beto fana kudiata malembe pamba ve mwami kwa musu ke kutalanaka na ikichi lumeya fana kutalana na bizunga pena ba commune samo na nungune ya jambu ya décentralisation na yao basenateur ya isi ya Congo mekwiza kuzika biuvu ya mutindo na kubakula bunene ya kusadila jambu ya décentralisation beto banza ti na malongi mekwiza kupesa Gérard Larcher mikukunyungu ya Congo mekwiza kubakula bunene pe malongi ya kusadila jambu yai ya décentralisation kilokola kana kulandama awa na kivinga ya mikukunyungu ya Sena ya Congo wapikisika Gérard Larcher kana kutala bizizi kena kusingisa pe kukindisa bundiku kati ya baisi nyonso zoli ke kulandama kilokola yina beto bimwangisango kezaba kuzika biuvu na Gérard Larcher mingi na kutalaka mbumuno ya yandi awa na isi ya Congo mingi na mbanza kimfumo Brazzaville. Yasolo Victorien Mbongo ezali yoko ilikuwa mutuya pona ba sénateur ba Ekolo Congo na bana ba Ekolo France natina ya bokabuli boyebi na mambi mabokabuli bokonzi kati na bituka
Napoyango, sénateur Baïkolo Congo, Pessi Betuna, et pas il y a Gérard Larcher, Napoyeba, le Lengenuni, Écolo France, et Éco Zalisaka, Mambi Matali, Bokaboli Bokondi, Katina Bituka, Gérard Larcher, Pessi Biyano, Nabituna, Mibapandi Sango, Ponakolo Baete, Blongi Sami, Bokaboli Bokondi, Katina Bituka, ezali kosenga mosolo moike pamba te mosala mingi mokosalema kakati na bituka na lolenge lwa botongi mapitalo botongi bitelo bolengeli banzela pe bopesi bomoi bolamu na bana mboka esengeli na gouvernement apesa mosolo moike po ete manaka mango malika bongo kolongisama na ndenge esengeli na bongo puma basena sepeli makasi na tina ete bayi Gérard Larcher a bakisi bango boyebi na mambi matali bokaboli bokonzi onte na bituka alobi ete ezali likanisi lilamu likamatami na mokonzi ya ekolo Congo pamba te ekopesa epusa na gouvernement eleka bongo kosala ete bituka bia ekolo Congo bileka bongo penza kotombama me awa tokomi na eleko ya mituna kati na Gérard Larcher na bapandisango ba ekolo Congo. Et notamment cette nouvelle délégation pour dire l'importance que nous avons et la place de la diplomatie parlementaire et en même temps du travail entre nos assemblées suivant les pays. Du président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, ils ont été tous deux élus début octobre 2023 dans leur fonction. Et le président du groupe d'amitié lui-même nouveau des relations notamment avec le Congo et l'ensemble des pays de la région, Guillaume Chevrollier. Donc nous sommes venus ici à l'invitation du président du Sénat de la République congolaise pour la mise en œuvre effective de cet accord de coopération que nous avons entre nos deux Sénats, qui porte sur des sujets très concrets que nous devons mettre en œuvre après la nomination d'un référent, et qui porte par exemple sur la formation des personnels de nos assemblées, des fonctionnaires parlementaires, qui porte aussi dans une réflexion un peu particulière sur la mise en place d'un service de bibliothèque et d'archives parlementaires sur lequel le Sénat est engagé depuis sa création. On est en 1795 avec le Conseil des Anciens. Et aussi sur la mise en place, sur laquelle vous réfléchissez ici, d'une chaîne parlementaire qui fonctionne chez nous, qui s'appelle Public Sénat, qui fonctionne avec l'Assemblée nationale, mais ça n'est pas la même chaîne. Nous fonctionnons par alternance, et c'est une chaîne qui ne fait pas que rendre compte des travaux parlementaires, qui est